En direct du Royal Yacht Club de Tasmanie, le Royal Yacht Club of Tasmania. On a profité d'un petit arrière-plan là qui est assez sympa. Donc là, vous voyez ici, ça représente en fait la côte sud-ouest de Tasmanie. On a ici Port Davey et un peu plus à gauche ici c'est Bathurst Harbour. Et vous voyez, il y a tout un tas de petits mouillages là très sympas. On dirait des fjords, voilà, des pays d'Europe du Nord. C'est magnifique. Et voilà, c'est le cadre dans lequel on a la chance de se trouver en ce moment. Donc en Tasmanie, à Hobart, quasiment à l'autre bout du monde, où on a pu croiser la semaine dernière Jean-Luc Vandenette, qui était le premier et qui se trouve actuellement à un peu plus de la moitié du parcours qui se trouve entre la Tasmanie et la Nouvelle-Zélande. Voilà, il y a du vent qui arrive un petit peu, mais enfin en tout cas il progresse bien. Il était à près de 7 nœuds récemment. Donc ça c'est pour les nouvelles du front. Et en parlant de front, il y en a un gros qui arrive dans 2 jours et qui devrait toucher Tapio, Itzvan et Suzy Goodall. Un front assez musclé. Donc ces 3 skippers-là ont eu la consigne de monter au nord pour éviter le plus gros du coup de vent, comme on l'avait déjà fait précédemment lors de la première tempête. On va passer tout de suite aux questions. Donc la première question, ça concerne Stéphane Eddy qui demande un petit peu comment fonctionne le réseau radio-amateur. Combien sont-ils? Est-ce qu'il y a un système de relais, etc. Parce qu'il il avait l'impression qu'en fait Jean-Luc Vandenette parlait à sa famille via les radios grandes ondes. Alors en fait c'est un petit peu, il parle pas directement avec sa famille, mais c'est vrai que les systèmes de radio permettent un relais, en tout cas entre les familles et les skippers. C'est une possibilité, en tout cas technique. Bon, la façon dont ça se passe, c'est qu'en fait, bon, bah, les radios amateurs, il y en a partout dans le monde. Et la spécificité un petit peu de la Golden Globe Race, c'est qu'il y a un groupe de radio-amateurs français qui s'est occupé un petit peu d'organiser, il s'appelle Terre et Mer, et qui s'est occupé un petit peu d'organiser donc le suivi de la course en mettant en relation tout un tas d'amateurs de radio, de façon à ce que puisse s'organiser autour de la planète un relais pour communiquer aux marins les bulletins météo, suivant les zones dans lesquelles ils se trouvent. Donc il y a une fréquence qui est définie et il y a également une heure qui est définie à laquelle les bulletins sont distribués. Et la seule façon que les skippers ont éventuellement de parler à leur famille, ça se fait de façon indirecte, c'est-à-dire que les familles peuvent éventuellement enregistrer un fichier MP3 et l'envoyer donc à l'opérateur désigné qui va être en mesure d'envoyer un message donc au skipper concerné. Et le message va être lu au micro de la radio et le skipper va pouvoir l'entendre. Voilà, donc c'est comme ça éventuellement que les skippers peuvent éventuellement recevoir des nouvelles, mais en tout cas ils ne peuvent pas parler directement à leur famille. Et au niveau, il y avait une question aussi de Stéphane toujours qui demandait en termes de portée à combien une radio pouvait émettre. Eh ben, c'est entre 500 et 5000 milles suivant les conditions atmosphériques. Hein, voilà, je ne vais pas rentrer trop dans les détails techniques parce que déjà j'en suis pas capable et puis bon, je ne sais pas si ça serait très intéressant dans l'immédiat. En termes deuxième question maintenant, c'est Stéphane Bouju qui lui demande à nouveau au niveau des vidéos qui ont été récupérées à Lanzarote et même à Hobart, comment ça se fait qu'on ne les voit pas, etc. Il faut savoir que donc, ce sont des vidéos qui sont filmées en Super 8 et donc ça prend pas mal de temps. On n'a toujours pas récupéré celles de Lanzarote. C'est des process qui sont un peu compliqués. On va relancer un petit peu les managers de toutes les équipes pour les récupérer. Et après, ils seront essentiellement destinés à illustrer un documentaire qui va être fait sur la course. Alors après, on pourra effectivement mettre quelques petites images comme ça, l'histoire de faire des petits teasers, mais en tout cas, elles sont essentiellement destinées à ça. C'est pour ça que pour l'instant, on n'en voit pas beaucoup. Troisième question, donc de... Excusez-moi, je me perds un petit peu dans mes petites fiches. De Catherine Isabelle qui demande quel est le statut des bateaux donc, qui ont été abandonnés par Abhilash Tomy et
Gregor McGuckin. Par rapport au droit australien. Alors, ça ne concerne pas en fait le droit australien, ça concerne le droit international. Et donc, il faut savoir que les bateaux qui ont été donc abandonnés n'ont pas eu le droit d'être coulés parce que ça se trouvait dans une zone protégée. Donc, pour l'instant, ils sont toujours à la dérive. Et voilà, ils sont soumis au droit international et non au droit australien. Et la deuxième partie de la question, ça demandait si, dans le cas où quelqu'un récupérait le bateau, il pourrait donc se demander à en être le propriétaire. Ben là, c'est le droit international qui s'applique. Et effectivement, si quelqu'un récupère le bateau d'Abilash ou de Grégor, il peut demander, en tout cas, à être le propriétaire de ce bateau-là. À savoir que la balise de Grégor émet toujours, parce qu'il y a un concurrent de la longue route qui l'a vu sur son AIS, alors que celui d'Abilash Tommy, a priori, n'émet plus. Donc voilà à peu près pour l'état des lieux concernant cette question-là. Ensuite, une question de Jean Denis qui demande quelles sont les cartes astronomiques utilisées par les skippers. Eh bien, les cartes astronomiques, ils utilisent celles qu'ils veulent, qu'ils veulent, les marines ou les aériennes. Il n'y a pas de limite a priori, et autant que je sache, les skippers utilisent un petit peu les deux selon leurs qualifications et leurs envies. Donc là-dessus, il n'y a pas de restriction particulière. Donc voilà en gros pour les questions qu'on a abordées ensemble sur ce petit question-réponse. Il était assez court. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça a répondu un petit peu à vos interrogations. Concernant Mark Slatz, on l'attend toujours ici d'ici 8 ou 9 jours. Il faut savoir qu'à l'approche de la Tasmanie, les conditions sont vraiment légères. Il se plaignait ce matin, Mark Slatz, de planter des pieux au pré avec son bateau et de ne pas avancer assez vite. Il a même signalé qu'il avait passé plus de 100 heures sous grand spinnaker, sous le soleil, certes agréable, mais en même temps un peu frustrant quand on est dans une logique de course. Donc voilà, il est deuxième, il était toujours relativement éloigné de Jean-Luc Vandened, à hauteur de 1700 milles de retard. Et la météo a vraiment joué en faveur une fois encore de Jean-Luc parce que finalement son arrêt, enfin en tout cas son passage à Hobart ne lui a pas fait perdre de terrain parce qu'il est reparti donc simplement au bout de 3 heures. Et en plus il a bénéficié d'une bonne météo pendant que derrière ça galérait un petit peu dans les difficultés de l'océan Indien. Donc voilà, en gros, les dernières nouvelles. Jean-Luc, dans la deuxième moitié, entre la Tasmanie et la Nouvelle-Zélande. Un coup de vent en préparation dans 2 jours avec donc indication au skipper Tapio, Suzy Goodall et au coup de monter vers le nord. Et puis derrière, en bout de queue, à 4600 milles, on a Marc Sinclair et Igor Zaretsky qui progressent lentement vers le sud pour essayer de prendre un petit train de vent portant parce qu'ils se sont fait engluer dans une vaste zone de haute pression et donc l'écart commence à être quand même vraiment très très important. Mais voilà, Jean-Luc fait une vraie démonstration de navigation et en plus c'est vrai que la météo a l'air de le suivre. Donc voilà, il ne fait qu'augmenter son avance et c'est comme ça. Donc je vous dis à très bientôt pour des questions-réponses, toujours en direct de Tasmanie. N'hésitez pas à poser vos questions et voilà, je ferai de mon mieux pour y répondre. Ok.